5-6 qui arrivent. Qu'est-ce qu'il veut, Nicolas ? Oui, bonjour à tous. Même si tout le monde n'est pas arrivé, je vous remercie pour votre présence. On va débuter parce que la matinée va être très longue. Il y a beaucoup d'intervenants et après il y a notre traditionnel débat. Donc je vais faire l'ouverture et puis après les commissions vont prendre la parole une par une. Chers éleveurs, je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette assemblée générale de la Fédération des éleveurs, que vous soyez ici ou dans la salle ou devant vos écrans. L'année dernière, je crois qu'on avait, pendant notre débat, il y avait environ 3000 personnes qui étaient sur les réseaux sociaux et autres pour participer. Donc c'est très important maintenant qu'on filme cette journée. Après l'intervention de notre trésorier, les responsables des commissions nommées depuis le mois d'avril vous présenteront leurs projets pour les mois à venir. Le rapport du président clôturera la séance et à 10h30, les élus de la Fédération laisseront la place aux responsables de France Gallo, du PMU et d'Equidia qui interviendront successivement et répondront à vos nombreuses questions. Avant de déclarer l'Assemblée générale ouverte, je souhaite saluer la mémoire de tous les amis éleveurs, personnalités d'institutions qui nous ont quittés cette année. Je pense notamment à Guylaine Hed, la comtesse Bertrande Tarragon, André Vagne, qui sont partis récemment. Et je vous prie de faire une petite minute de silence. Je vous en remercie. Je déclare donc cette assemblée ouverte et je vais laisser la parole à Daniel Cherdeau, notre trésorier. Bonjour à tous et bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer. Voilà, donc je vais vous présenter le réalisé de 2000, donc l'exercice du 1er janvier au 31/12/2022. Alors, il faut savoir, dans les chiffres, la Fédération est un organisme non lucratif qui n'est pas soumis aux impôts commerciaux. Voilà. Je voulais remercier Muriel pour sa contribution, je le dis tout de suite, comme ça, voilà. Donc, je vais commencer par les produits. Donc, les fondamentaux n'ont pas changé. Vous n'avez pas le document, vous ne le passez pas non plus ? Voilà, donc je vais essayer de synthétiser. Donc, dans les produits, pour un total de 626 000 €, donc les postes les plus importants, bien sûr, sont les prélèvements sur les primes, qui représentent 46% pour 291 000. Les cotisations annuelles donc des éleveurs pour 84 000. Voilà. Et puis, bien sûr, les prélèvements sur livret qui montent à 175 740, ce qui représente 28% des produits. Donc, les trois postes les plus importants sont les prélèvements sur primes, les cotisations annuelles et les prélèvements sur livret. Dans les charges, il y a donc au niveau information aux éleveurs, ce qui est routage, tirage au sort, les impressions des routages, il y en a pour 33 000 €. Tout ce qui est communication, promotion, on a un total de 120 000 €. Les postes les plus importants, entre autres, c'est l'abonnement, je vois Mayol par là, jour de galop, pour 36 000 €. Voilà, c'est un des postes les plus importants. Et la promotion du syndicat, bien sûr, pour 27 000 €. Au niveau frais de fonctionnement, qu'est-ce que je pourrais vous donner ? Les postes les plus importants sont quand même les frais de comité pour 23 000 €, le gala de l'élevage qui est un poste important pour 46 000 €. Voilà, donc on a un sous-total de charges de 211 000 €.
Et un autre poste important, et c'est normal puisqu'on est une association, une société de services, c'est les frais personnels, tant salaire et charges pour 36% du budget, pour 203 000 euros. Donc un sous-total de charges de 568 000 euros. Nous avons aussi la coédition, donc avec le répertoire des étalons pour 5 804 euros. Donc un résultat net comptable cumulé avec la coédition de 62 859 euros. Et donc cette année, nous avons un produit exceptionnel puisque c'est la vente des bureaux de Boulogne pour 880 645 euros, ce qui nous fait un résultat net comptable aujourd'hui avec la vente des bureaux, bien sûr, de 943 000 euros. Mais ça, c'est exceptionnel. Voilà. Ce que je vais faire avant de vous faire voter, je vais peut-être vous présenter le budget prévisionnel. On votera tout ensemble si vous en êtes d'accord. Donc, les fondamentaux, on les a repris à peu près aux mêmes sommes. Donc, pour les produits, on arrive à 610 000 euros. Voilà, donc c'est du prévisionnel, bien sûr. Au niveau de la formation aux éleveurs pour 32 000 euros. La communication, on est un peu plus élevé. Là, on est à 144 000 euros par rapport à 120 000 euros. C'est des actions de communication puisque c'est notre poste le plus fort. Et il y aura aussi, on est en année électorale et je crois que c'est un budget qui va là. Donc les fédérations au niveau élection des éleveurs, fédération des éleveurs et élection à France Gallo pour 60 000 euros. Donc ça va impacter de résultats. Et au niveau des frais de personnel, faut savoir qu'on a un collaborateur qui est parti, Luc. Donc il y a une diminution des charges personnelles, mais c'est transitoire puisque on cherche et on a embauché quelqu'un qui est à l'entrée là, voilà. Donc on arrive à un total de charges de 710 000 euros contre des produits à hauteur de 610 000, donc moins 100 000, mais ça c'est un budget prévisionnel, donc voilà. Si vous avez des questions, et par contre, je vais vous donner quand même quelques éléments puisqu'on a acheté des bureaux à Boulogne, toujours d'ailleurs. On a un achat de bureau donc pour 975 000 euros. Donc, on a vendu pour 880 000 euros. Donc, il y a les frais de notaire en plus, les frais d'agence. Donc, on a pris sur nos capitaux propres 210 000 euros. Voilà. Donc, les amortissements, on les a fait linéaires. Pour ce qui est de l'achat des bureaux, on les a fait donc sur 25 ans. Donc, on aura des amortissements à hauteur de 36 000 euros. Les frais de notaire pour 25 000 euros, voilà. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, je vais vous répondre, essayer de vous répondre. Autrement, je vais vous faire le rapport du commissaire aux comptes, KPMG. Alors, l'opinion. En exécution de la mission que vous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Fédération des éleveurs de galop relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession des commissaires aux comptes sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de ce rapport. S'il y a des questions, autrement on va passer au vote. Dans un premier temps, on va voter pour le réaliser. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et pour le prévisionnel, je vous ai dit avec un déficit prévu à 100 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Voilà. Merci à vous de la confiance que vous nous donnez. Merci à Muriel encore pour sa contribution. Merci Daniel. Je vais demander à Tanguy Saliou de nous rejoindre pour la commission sanitaire. Et juste vous préciser que l'ensemble des questions destinées aux représentants des commissions sont prévues à la fin des interventions, après le rapport du président. Bonjour à tous. Donc je suis coordinateur de la section sanitaire et je tenais à remercier Antonia Devin pour son travail durant ces dernières années. L'harmonisation de la vaccination entre les courses et l'élevage, la collaboration de France Gallo et du Studbook, l'autorisation de la mise sur le marché de la vaccination rotavirus et le suivi sanitaire du cheptel français. La vaccination est la seule protection efficace contre les virus. La vaccination contre l'artérite virale des étalons est encore aujourd'hui en rupture labo. Le problème est que cela concerne un tout petit effectif qui n'intéresse pas les laboratoires. Et nous n'avons qu'un seul fournisseur. C'est un constat. Rappelons que la vaccination artérite virale des étalons est la seule protection efficace contre cette maladie. Et rappelons également qu'elle n'est pas obligatoire. Nous ne sommes pas prioritaires pour sa fabrication. Néanmoins, on devrait recevoir des vaccins d'ici la fin de l'année et réussir à protéger nos étalons et notre effectif. Pour améliorer les ruptures vaccinales, il nous faudrait un plan global de la gestion de la vaccination et des prélèvements sanitaires, comme cela se fait en bovin. Cela permettrait de déterminer les besoins et de mieux anticiper les ruptures. L'IFCE a reçu un plan de financement de l'État de plusieurs millions d'euros pour moderniser son système informatique. Nous devrions demander au Studbook de commander à l'IFCE un système informatique de gestion sanitaire globale en copiant celui des bovins. De plus, l'État s'est désengagé de la gestion des maladies infectieuses, comme pour l'anémie infectieuse. À nous de nous organiser pour suivre et de réglementer ces maladies. Le RESP est un organisme jalousé par tous nos voisins européens et la plus grande fédération d'éleveurs français doit impérativement avoir un ou des représentants dans cette institution qui doivent respecter les gens de terrain. Alors les enjeux de demain au niveau sanitaire, le West Nile qui se rapproche, une vaccination existe, il faut suivre cela de très près. Un plan national pour pallier aux résistances parasitaires doit être également envisagé. Un plan de formation en collaboration avec l'IFCE et la jumenterie du pain vous est proposé. Il est important pour nous et nos salariés d'y participer. Des financements sont possibles, un plan de communication est en cours. Enfin, je vous invite à participer le mercredi 18 octobre aux Équi-rencontres qui auront lieu dans le Ring Arcana avec 2 thèmes importants. La résistance aux parasites par le docteur Sophie-Paul Jean-Jean et le suivi gynécologique par le docteur Jean-Marc Betch. Merci et je donne la parole à Guillaume Fortier. Merci Tanguy. Mesdames et messieurs, bonjour. Toujours un plaisir d'être là avec vous. 2-3 petites choses pour compléter ce que vient de dire Tanguy à l'instant. Une information sur la prochaine réunion qui va avoir lieu pour l'International Codes of Practice à Newmarket. Il y a toujours un siège pour la fédération, c'est une très bonne chose. Je suis le seul étranger, comme je vous le disais, un non-anglais à cette réunion, donc c'est important de ne pas faire la chaise vide. Cette année, il y aura très peu de changements. Le changement le plus important l'an dernier, opéré par les Anglais, c'est la vigilance sur le West Nile. Tanguy vient d'en parler, je vais vous en dire 2 mots après. Et puis, on proposera certainement l'écriture un peu plus précise dans le règlement du Studbook sur la vigilance sur les pseudomonas et les klebsielles lorsqu'on les trouve sur les prélèvements génitaux. Aujourd'hui, c'est vrai que notre écriture française n'est pas tout à fait équivalente à celle de l'International Code of Practice. Ensuite de ça, sur le West Nile, donc j'en parlais à l'instant, Tanguy vient de le dire, on a eu une alerte synthétisée par le RESP. Il y a quand même une situation assez préoccupante, puisque c'est la première fois qu'on a des foyers en Dordogne et en Charente-Maritime, dans la région bordelaise, en Gironde et en Charente-Maritime.
L'inconvénient de cette maladie, c'est que d'abord c'est une zoonose. Alors c'est un avantage aussi puisque l'État s'en préoccupe un peu plus que de l'anémie infectieuse. Je vais vous en dire 2 mots juste après, ou de la métrite. Par contre, on sait que ces moustiques vont rester des réservoirs. La vie-faune va rester des réservoirs, ce qui fait que pendant des années et des années, on aura certainement des points de vigilance sur ces 2 régions-là jusqu'à ce que ça continue éventuellement à monter. Le moustique culex étant un petit voyageur, c'est quelques kilomètres par génération de moustiques, mais voilà, de kilomètre en kilomètre. Donc je vous recommande, notamment pour les éleveurs qui sont au sud de la Loire, une très grande vigilance par rapport à ça. Tous les chevaux n'en meurent pas, fort heureusement. Certains s'en débarrassent. Il existe un vaccin, Tanguy vient de le rappeler, mais c'est quand même une maladie qui est une sacrée cochonnerie quand ça arrive dans un élevage. On s'en préoccupe un peu moins quand c'est des zones de Camargue. L'élevage extensif, ça n'a rien à voir avec vos métiers. Sur l'anémie infectieuse, une autre préoccupation qui est presque géopolitique. Le désengagement de l'État pour cette maladie connue depuis très très longtemps, c'est un rétrovirus, c'est un petit cousin du VIH, fait que l'État se désengageant, l'abattage n'est plus tout à fait opéré de la même façon et avec la même rapidité. Donc on a un foyer en Dordogne, enfin tout du moins un cheval en Dordogne, qui est porteur du virus et qui aujourd'hui n'est toujours pas euthanasié, sauf si ça a été fait ce week-end, avec les problèmes sociétaux divers que vous avez pu voir sur le net. Mais c'est un problème pour nous et vos élevages, parce que c'est une maladie pour laquelle on n'avait jamais ce problème-là précédemment. Je finis avec l'actualité sur les équus-rencontres. Je vous invite fortement à venir écouter ces 2 conférences. D'abord, on aura 2 conférenciers, vous êtes habitués à Sophie Paul, qui nous parlera d'une vraie problématique d'élevage demain ou après-demain. Elle existe aujourd'hui, c'est la résistance des parasites aux antiparasitaires. Ça, c'est un vrai sujet. Je pense que pour demain ou après-demain, ça sera aussi des sujets de développement. Et puis le tout dernier sujet, c'est un conférencier que l'on voit assez peu et qu'on aura la chance d'avoir avec nous, c'est le docteur Jean Marbetch qui nous fera le point sur l'actualité, le suivi gynécologique de la jument et son actualité. Donc j'espère qu'on vous y retrouvera nombreux. Voilà, je vous remercie. Pierrick Rouxel pour la Commission internationale, s'il vous plaît. Bonjour à tous. En tant que responsable de la Commission internationale, j'ai l'honneur de représenter la France de l'élevage au sein de l'IFTBA, la Fédération européenne des associations d'éleveurs des chevaux de sang. L'IFTBA, ça représente en 2022 36 400 juments, 21 400 foals et environ 1400 étalons. Cette structure aura déjà 30 ans l'année prochaine et sa présidente d'honneur est Madame Kirsten Rousing, que tout le monde connaît comme étant le propriétaire éleveur d'Alpinista, gagnant de l'Arc l'année dernière, s'il faut le rappeler. Le président actuellement en exercice en est Joe Hernan. C'est un des hommes clés de Coolmore et c'est le père de Gavin qui a choisi la France pour exercer ses talents d'entraîneur. Les pays représentés au sein de l'IFTBA sont au nombre de 20, classés en 3 catégories correspondantes au nombre de naissances de chacun. La France, avec 5 480 foals, avec l'Irlande, 9 500, et la Grande-Bretagne, 4 600, et l'Allemagne forment le premier groupe. Viennent ensuite tous les autres pays européens pour compléter ce nombre de 20. Il faut savoir que la Turquie est également incluse dans l'IFTBA. La délégation vétérinaire, présidée par le docteur Desmond Leeden pour l'Irlande, compte parmi ses membres les docteurs Guillaume Fortier pour la France, James Crowhurst pour la Grande-Bretagne, Bernard Stoffel pour la Belgique, qui aurait beaucoup aimé être là, mais malheureusement il n'a pas pu. Cette fédération, FTBA, a pour objet de rassembler les pays d'élevage européens, d'harmoniser leurs actions et leur visibilité dans le contexte politique de Bruxelles, de renforcer leurs liens et leur image, et
d'assurer leurs exigences sanitaires ainsi que génétiques. À l'intérieur de cette structure hétérogène, chaque pays doit pouvoir défendre ses intérêts tout en tenant compte de celui des autres, dans un souci permanent d'harmonisation constructive à tous les niveaux. Notre représentant, Guillaume Fortier, est pour la France une pièce maîtresse sur l'échiquier sanitaire européen. Le sérieux et la pertinence de ses interventions ont su, au fil des années, tisser un lien de confiance et convaincre nos partenaires de l'efficacité de nos programmes vaccinaux et de nos calendriers de prophylaxie, nous permettant ainsi de faire progresser la sécurité sanitaire sur tout le vieux continent. C'est d'autant plus remarquable que pendant trop longtemps, la France était considérée à tort comme peu fiable dans ses pratiques sanitaires. Nous sommes à présent leaders en la matière et grâce à l'appui du président le docteur Leiden, le modèle de vigilance sanitaire du RESP vient d'être adopté par l'Irlande. Alors, le 11 juillet dernier se tenait à Newmarket l'Assemblée générale de l'IFTBA. De nombreux sujets étaient à l'ordre du jour et allaient être débattus, parmi lesquels les problèmes de circulation des chevaux entre l'Angleterre et le reste de l'Europe, la nécessité d'étendre les protocoles vaccinaux à l'ensemble des filières équines dans tous les pays de l'Europe, le statut HHB, High Health Breeding, qu'on peut traduire en français par élevage à haute sécurité sanitaire, la traçabilité des chirurgies des voies respiratoires pour le cheval de course, l'inbreeding chez le pur sang et ses conséquences sanitaires à long terme, s'y ajoutait une réflexion sur la réduction inquiétante du nombre de naissances des pur sang en Europe, de 20 à 30% en 20 ans, était la baisse. Encore à l'ordre du jour, recherche sur les méthodes de calcul de l'empreinte carbone de l'élevage en France et en Europe. Et enfin, les problèmes liés au peu d'attractivité des métiers de la filière équine, particulièrement envers les jeunes générations. Alors, si tous ces sujets méritent qu'on s'y attarde et qu'on s'efforce à y trouver des solutions, celui du statut HHB est particulièrement crucial et urgent, car il est le dénominateur commun à de nombreux autres dossiers, qui soient d'ordre de traçabilité sanitaire et génétique, mais encore législatifs et douaniers, pour n'en citer que quelques-uns. En effet, cette certification HHB est à la base des négociations qui permettront d'aboutir à une réelle simplification des contraintes douanières, fiscales et sanitaires pour un franchissement rapide des frontières entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe. Grâce à l'action de lobbying auprès des ministères concernés en France comme en Irlande et au Royaume-Uni, le HHB est à présent reconnu au niveau européen et les chevaux vont bénéficier d'un statut privilégié en douane. Autre sujet de grande importance, le passeport électronique, initialisé par WADB, il faut qu'il soit mis en place le plus rapidement possible par l'IFCE et qu'il soit compatible avec celui développé par les Anglais et les Irlandais. Ce e-passeport sera une réelle garantie de transparence sanitaire et facilitera les échanges internationaux. C'est pourquoi la Fédération des éleveurs mettra toute son énergie et son poids lors des échanges avec l'IFCE pour que ce process soit développé et mis en application afin que notre élevage garde son statut et sa place sur l'échiquier européen. Au-delà du travail déjà accompli, l'IFTBA est consciente que de nombreux nuages viennent assombrir le paysage de l'élevage en Europe. Et plus que jamais, nous devons être vigilants et faire face à de nombreux et nouveaux défis. Il est d'ailleurs flagrant que les préoccupations de chaque pays se ressemblent à la virgule près, que ce soit sur les problématiques du bien-être équin,
de l'emploi, de la compétitivité, de l'environnement, de l'image de notre sport ou du nombre de partants. Preuve, s'il en fallait, de la nécessité impérieuse de jouer collectif pour la défense de notre activité. Les organisations anti-course et élevage ne connaissent pas de frontières et ne cessent d'attaquer notre filière, de la dénigrer auprès du grand public dans un combat très inégal, quand on sait quelles énormes puissances financières sont à la manœuvre au niveau planétaire pour tenter de nous mettre à terre. L'IFTBA est très consciente des enjeux et un large programme de communication se met en place. Je vous incite à charger la vidéo intitulée The Amazing Story of the Thoroughbred, saison 2023. De nombreuses prises de vue ont été reprises sur nos propres films de la Fédération, réalisés par Céline Guald, et l'ensemble est très réussi. C'est le premier volet d'une série diffusée et réalisée par l'IFTBA. Pour conclure, je voudrais vous informer qu'au nom du président Loïc Malivet, j'ai proposé au comité de l'IFTBA que la Fédération des éleveurs les reçoive à Paris en 2024 pour l'Assemblée générale annuelle, certainement pendant le week-end des poules d'essai et du Saint-Alary. La proposition a été acceptée avec enthousiasme à l'unanimité. Enfin, la présidence de l'Irlande devant arriver à son terme en fin d'année 2024, après prolongation d'une année de Joe Hernan à son siège, en rattrapage de l'année Covid, la France fera acte de candidature pour la prochaine présidence de l'IFTBA pour les 3 prochaines années. Merci à tous. Merci Pierrick. J'invite Nicolas de Chambure à nous rejoindre pour la commission technique élevage. Bonjour à tous. Donc j'anime avec Benoît Geffroy la commission élevage et je vais rapidement vous présenter quelques thèmes qu'on a identifiés déjà étant importants à traiter de manière constante tout au long de la mandature et de manière plus ponctuelle sur certains et qui viendront se faire alimenter tout au long des 4 prochaines années par les différentes idées et propositions des membres de la fédération. Donc on a un thème un peu administratif et technique en relation avec France Gallo sur des sujets qui sont un peu récurrents mais qui parfois n'arrivent pas à trouver solution, notamment sur les problèmes d'assimilation et des dates et des retours, des départs des juments. Il y a un sujet en cours qui a besoin d'être traité. Il y a tout le sujet des suffixes qu'on traitera sûrement avec Pierrick parce que ça concerne les autres pays européens, mais finalement il crée un biais pour tous les pays et je pense qu'on peut s'y atteler de manière importante parce que ce serait plus juste au niveau de la valorisation des différents élevages et des différents pays d'élevage. Donc c'est un sujet qui est assez important et on va du coup essayer de mettre en place une réunion annuelle avec France Gallo, voilà, sur tous les sujets qui seront des sujets plus techniques et administratifs sur tout ce qui est réglementaire, notamment les assimilations. Il y a un thème sur la compétitivité de l'élevage qui est assez large, mais qui a besoin d'être suivi en permanence. On va créer un lien assez fort avec le nouveau pôle du Crédit Agricole à Caen, qui a été ouvert pour développer le lien avec la filière cheval en Normandie. Ils sont très actifs sur les financements de parts d'étalons et on souhaite qu'ils puissent s'ouvrir beaucoup plus au financement des juments parce qu'on pense que le trop d'argent, le trop de financement vers les parts d'étalons, ça a pu parfois créer un décalage avec
la qualité de la jumenterie pour soutenir ces étalons. Et on pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur des mécanismes de décalage de remboursement et de caler des emprunts sur la vie de la jument, sur les emprunts à 3, 5, 7 ans. Ils sont très ouverts à réfléchir à tous ces sujets-là. Donc je pense que ça peut aider à continuer l'effort d'investissement des éleveurs. Donc ça, c'est un travail qu'on va faire avec eux. Et de manière générale, savoir valoriser notre système français, tout en ayant la capacité de constamment réfléchir à l'améliorer, à aller plus loin et à réfléchir à tous ces sujets sans aucun tabou. On a identifié un sujet course-programme pour être vigilant sur l'évolution des programmes à France Gallo, savoir peser sur ces réflexions-là, puisque c'est quand même la population de chevaux que les éleveurs produisent en termes de courant de sang, en termes de distance, qui vont après être les compétiteurs de demain. Et c'est important de participer à ces évolutions, notamment sur les volumes de course aux différents âges, sur les distances, et être bien en adéquation avec France Gallo sur quelle population on a besoin d'élever et pour fournir les programmes de demain et savoir les orienter aussi, eux, sur ce qui peut et ne pas aller trop loin dans certaines évolutions, notamment de distance. Donc voilà, être vraiment bien vigilant sur tous ces sujets-là. Ça a été mentionné par Tanguy, mais être aussi très vigilant sur les sujets de médication, puisque c'est aussi les futures poulinières qu'on aura dans nos élevages demain, qui ont été donc à l'entraînement, que ce soit en France ou en Europe. Donc être aussi cohérent sur ce qu'on souhaite rentrer dans nos élevages derrière, et que la sélection soit faite de manière saine. Voilà, donc ça c'est des points sur lesquels on va être assez précis aussi et auxquels on souhaite participer. Il y avait un thème un peu obstacle avec notamment la jeune génération d'éleveurs, pouvoir créer plus de passerelles entre les éleveurs d'obstacles et de plats, favoriser peut-être les associations entre les différents élevages, pouvoir faire goûter entre guillemets les deux disciplines et que ce soit qu'il y ait une belle synergie entre les deux disciplines au niveau de l'élevage et pas seulement au niveau de la course. Et enfin, on a un vrai sujet emploi, Pierrick l'a mentionné, donc c'est vraiment continuer à travailler avec Guillaume Berger de la FASEC et de ses équipes, qui a déjà fait un boulot énorme sur la partie entraînement, qui a commencé à avancer sur l'élevage, mais je pense que c'est important qu'on puisse lui porter toutes les problématiques qu'on a au niveau emploi, et ils sont ouverts à proposer tout type de formation, à avancer dans cette réflexion-là. Donc nous, on doit être capable de porter un peu nos besoins à la fois en volume et à la fois technique sur les types de formation, et pas hésiter à explorer tout ce qui a déjà été fait aller au-delà de l'Union européenne, toutes les facilités qu'il y a aujourd'hui pour faire venir des gens hors Union européenne. Que nos éleveurs soient conscients de ça et qu'on puisse continuer à avancer. Donc voilà les grands thèmes qu'on a identifiés sur lesquels on va travailler déjà et qui viendront se faire être nourris de plein d'autres choses pendant les 4 années à venir. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Julian Ince pour la commission étalonnier. Bonjour tout le monde. La commission des étalonniers a été formée pour une nouvelle fois il y a 4 mois maintenant.
L'idée de la commission des étalonniers, c'est de trouver les étalonniers ou ex-étalonniers de chaque région, mais aussi en même temps d'avoir les gens sur notre commission qui étaient aussi chefs de les autres commissions que nous, on travaille beaucoup avec. Donc, on a commencé forcément avec le chef de la commission de communication, Muriel, qui est sur notre commission, Benoît Geoffroy, qui est une des chefs de la commission d'élevage. On est Tanguy Saliou, qui est chef de la commission de sanitaire. On est aussi sur notre commission Thierry Delonga, qui est là, Sylvain Vidal, Guillaume Witz et moi-même. Donc, on a commencé à travailler et je remercie cette commission parce qu'ils sont très enthousiastiques. On a déjà eu plusieurs rendez-vous et on touche sur plusieurs subjets. Je crois que la mission de notre commission est pour faire la promotion de la France, pour la promotion de les étalons français et encourage les gens d'investir en France et on ramène de bons étalons en France. Et on peut dire qu'on a vu, on a eu une demande de regarder qu'est-ce que s'est passé parce que notre système d'allocation et prime, et forcément la prime pour les étalons français qui est très encourageant pour tout le monde d'investir en France, la situation, comment ça passait, le progrès qu'on a eu depuis 5 ans. Donc on a regardé les statistiques, c'était très intéressant. Et par contre, on va dire déjà, j'ai félicité les étalons qui étaient existants déjà, qui ont investi beaucoup d'argent dans les étalons en France, et aussi les nouveaux qui viennent d'arriver, comme la de Sambé, M. Chibou, la de Beauvoir, et plusieurs autres grandes structures qui commencent à être formées. Donc on a regardé les statistiques vis-à-vis les Anglais et les Irlandais, et on a compté le nombre de gagnants de Groupe 1 qui est rentré en France depuis 5 ans. Et c'était assez intéressant. On a vu en Irlande qu'ils ont rentré 46 gagnants de Groupe 1 depuis 5 ans. En Angleterre, 29. Et en France, on a rentré 31 gagnants de Groupe 1 en France depuis 5 ans. Donc ça veut dire qu'on a rentré plus de gagnants de Groupe 1 en France que les Anglais. C'était une statistique qu'on n'a pas vraiment entendu d'avoir cette statistique et c'était très intéressant. Et après, on a regardé les ratings. Parce que gagner un groupe 1, c'est une chose, mais regarde les ratings de chaque cheval. Et en moyenne, on a regardé que si on prend tous les étalons en Angleterre et Irlande et en France, les Anglais et les Irlandais, les étalons qui sont montés en France, montés au Hara, leur carrière de course à 3 à 4 ans, ils ont à peu près 1,5 kg en rating plus que les étalons français. Mais en même temps, c'était très intéressant. Quand on a regardé les statistiques pour les étalons français, ils étaient 1 demi-kilo plus que les Anglais et les Irlandais en moyenne qui sont rentrés au Hara depuis 5 ans. Donc on peut dire peut-être le programme de course de France Gallo, peut-être c'est eux qui ont aidé nous de réagir et changer le type d'étalons qui rentrent en France. Et on peut dire une chose, c'est quand on voit bien Arcana, le critérium de Arcana, l'autre jour, le premier tour, c'était les étalons français. Donc je crois qu'on peut dire à ce moment-là, les étalons et les gens qui investissent dans les étalons, c'est fabuleux en France. C'est vraiment extraordinaire. Et je crois que c'est grâce à la décision de France Gallo, il y a 5-6 ans maintenant, qui a fait un vrai boost pour les étalons français et les étalonniers français. Et je crois que les étalonniers et les investisseurs, ils ont répondu. Et là, on commence à voir le vrai résultat. Donc moi, je veux dire, pour l'instant, je crois qu'on va dans le bon sens. Et je crois qu'on parle de l'élevage à 2 vitesses. Et moi, je dis que cette année, on a vu le succès. Il y a la vitesse étrangère et la vitesse française. Merci pour tout. Merci Julian. Pardon, Sylvain Martin pour le bien-être équin. Bonjour à tous. Le président m'a chargé d'intervenir très brièvement devant vous sur le thème du bien-être animal. Ce thème s'est imposé à la Fédération des éleveurs
depuis déjà de nombreuses années, comme vous le savez. Nul n'échappe aux éleveurs, comme d'ailleurs à tous les acteurs de la filière, que sans bien-être équin, on ne peut pas aboutir à la performance. Nul n'échappe à chacun d'entre nous que le bien-être animal est devenu une exigence incontestable de la société actuelle, avec ce qu'elle comporte de positif, mais aussi parfois avec ce que l'on peut considérer d'aberrant. Pour autant, sans nous renier, nous ne pouvons pas nager à contre-courant. Même notre personnel a de plus en plus d'attentes sur le bien-être équin. Nos clients d'aujourd'hui, et encore plus ceux de demain, iront, quoi que l'on en dise, dans ce sens. Alors, où est la limite? Où est le juste équilibre? Bien malin celui qui peut prétendre répondre de manière catégorique sur ce vaste sujet. On le constate par exemple dans le débat sur la cravache, auquel la Fédération des éleveurs a largement pris part. Quelle est la juste équation qui permet de concilier les intérêts des acteurs des courses, la sécurité et les exigences sociétales? En tout cas, quoi que nous fassions, nous resterons toujours dans la ligne de mire des animalistes. Nous devons donc tous rester très vigilants, car nous naviguons sur des mers quand même qui sont très agitées. Ainsi, chacun peut participer à l'effort collectif. Par exemple, nous devons être très vigilants sur le langage adopté. N'oublions pas que certains mots ou expressions n'ont pas le même sens pour un initié que pour un néophyte lorsque l'on parle entre nous. Des mots qui semblent anodins peuvent avoir un retentissement assez fort et parfois choquant pour certaines oreilles et nous faire passer limite pour des barbares. Alors ce contrôle de notre langage, même s'il peut sembler dérisoire et parfois compliqué, il peut néanmoins contribuer à améliorer notre image, en tout cas à éviter de la détériorer. Évitons aussi de donner des points d'accroche à nos détracteurs. Je pense à la publication de certaines photos ou d'images vidéo. Par exemple, attention aux vidéos de certaines chutes ou à certaines embouchures sur les photos publiées. Malgré la complexité du sujet, la Fédération des éleveurs ces dernières années a largement investi en matière de communication pour montrer que ce que nous faisons en tant qu'éleveurs pour nos chevaux est grand et beau. Ainsi, elle a produit une série de films largement diffusés, comme le disait Pierrick tout à l'heure, largement diffusés sur les réseaux sociaux et les hippodromes pour mettre en lumière les bons soins apportés aux chevaux, à leur environnement, à leur reconversion à l'issue de leur carrière de course. D'ailleurs, la Fédération soutient financièrement depuis plusieurs années la reconversion des chevaux réformés. Sur ce sujet, quel chemin a été parcouru en quelques années? Ainsi, la filière a pu bénéficier d'une grande bouffée d'oxygène en termes d'image. Et quel plaisir pour chaque éleveur de voir son ancien pensionnaire s'illustrer avec brio dans d'autres disciplines après sa carrière de course. Aussi, la Fédération a apporté sa contribution à la campagne Race and Care, brillamment menée par la FNCH et Pierre Préau, et notamment lors dernièrement de la journée spéciale du 1er juillet. Dans la série des choses faciles à faire pour chacun, pour contribuer à l'effort collectif, pensons à partager sur nos profils de réseaux sociaux les diffusions Race and Care de la FNCH, pensons à partager les films de la Fédération des éleveurs ou d'autres photos ou vidéos positives. Cela prend peu de temps, mais le bénéfice en termes de diffusion d'images positives, il est démultiplié si chacun participe à cet effort. Sur ce point, je pense qu'on peut mieux faire et on doit mieux faire. Pourquoi? Parce que nos détracteurs, eux, dans ce domaine-là, sont très efficaces pour répandre des messages négatifs. Ils sont très efficaces et très bien organisés. Donc, à nous de l'emporter dans un contexte où on est quand même proche de la guerre de l'image. Donc vous l'avez compris, le bien-être équin, il est pleinement inscrit dans l'ADN des éleveurs. La Fédération des éleveurs est particulièrement proactive sur ce thème. C'est un thème vaste sur lequel chacun peut être ambassadeur à sa manière pour montrer la manière dont nos chevaux sont particulièrement bien traités. Merci à tous pour votre attention. Merci Sylvain. Il me revient donc de vous parler de la commission communication. Le premier projet de cette commission a été lancé au printemps. Il est désormais abouti. Vous pouvez en voir les premiers résultats sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Il s'agit de la réalisation de 4 nouveaux films qui complètent la série qui a été produite il y a 2 ans, que vous avez tous vus et que Sylvain vient d'évoquer.
Donc après l'emploi rural, le respect de l'environnement, la reconversion, les atouts du système français par exemple, aujourd'hui nous abordons 4 nouvelles thématiques. Le pur sang anglais s'élève aussi au sud de la Loire, donc celui-ci tourne depuis déjà une dizaine de jours et tourne très très bien sur les réseaux sociaux. On a publié vendredi le 2e film, La France et la Fédération des éleveurs sont leaders en matière sanitaire. À venir, la polyvalence du cheval anglo-arabe. Et pour terminer, ce sera le pur sang arabe, une dynamique internationale. Donc la réalisation de ces films a été confiée de nouveau à Céline Guald, qu'on remercie pour son excellent travail. Et évidemment, nous remercions aussi les haras et tous les intervenants qui ont bien voulu participer à ces tournages pour leur disponibilité et leur accueil. Donc évidemment, n'hésitez pas, Sylvain l'a rappelé, tout le monde le rappelle constamment, mais c'est très important à partager ces films, à les montrer. Ils montrent toute la richesse de notre activité, toute la diversité de notre activité aussi. Ils sont utiles auprès du grand public, des élus, des professionnels également, donc partagez-les le plus possible. Si vous souhaitez les diffuser au cours de réunions, sur un hippodrome, voilà, quel que soit le lieu, on a à votre disposition les fichiers MP4 qu'on peut vous transmettre. Les films sont produits par nous et finalement nous les mettons à disposition de tous ceux qui en feront un bon usage. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Pascaline pour ça. Autre point que vous avez peut-être vu très récemment, ce sont les Success Box qui ont été faites à l'initiative de la commission étalonnier, qui sont diffusées dans JDG depuis mi-août. Nous avons repassé un accord avec JDG jusqu'à la fin de l'année, donc ça nous assure une présence sur toutes les courses Black Type, plat et obstacles jusqu'à la fin de l'année. Nous avons 4 messages qui circulent actuellement sur les primes, le système de primes français. Et évidemment, on pourra changer les messages au cours de l'année en fonction de l'actualité. Voilà, donc ça, ce sont les 2 premiers chantiers de cette mandature. D'autres certainement à venir, mais je voudrais, pour ne pas être trop longue, juste vous rappeler quelques-uns des éléments de communication que nous faisons au long cours. Les réseaux sociaux qui sont gérés donc par Pascaline et qui étaient à peu près inexistants il y a 4 ans, qui aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces. Donc encore une fois, allez-y, regardez, on communique beaucoup dessus. Il y a plein d'informations très intéressantes. En ce moment, par exemple, on diffuse des spots, des publications qui ont été faites avec le concours de l'IFCE sur les formations dédiées aux éleveurs. Vous pouvez également avoir le contenu total de ces formations en allant sur notre site internet. Il y a plein de thématiques vraiment importantes et toutes les clés vous sont données pour inscrire votre personnel ou vous inscrire à ces différentes formations. La communication vers nos adhérents se fait également beaucoup à travers les emailing et le courrier des éleveurs. L'intérêt des emailing étant évidemment qu'il permet de donner une information beaucoup plus rapide que d'attendre le courrier des éleveurs. Lisez nos emailing. Parfois, on en envoie peut-être un peu trop à votre goût, mais ils sont chaque fois intéressants. Donc, allez jusqu'au bout de la lecture, s'il vous plaît. Le meilleur est parfois à la fin, donc ne coupez pas trop tôt. Un dernier mot sur le répertoire des étalons. Je pensais que Juliane nous en dirait quelque chose, mais peut-être pas. Donc le format papier, vous le savez, a été revu il y a 3 ans. Il est aujourd'hui tout à fait adapté à la lecture des uns et des autres. Il y a la version online qui est sortie en 2021, qui va encore être améliorée cette année. On y travaille avec le concours de Weatherby qui nous fournit les données et de notre prestataire Equidéclic. Ce site fonctionne très bien. On a d'excellents retours d'une bonne lecture des pays étrangers, notamment les Allemands, qui sont toujours très attentifs à ce qu'on publie dans ce répertoire. Rappelez, c'est important que l'accès au répertoire, qu'il soit en ligne ou version papier, est offert à l'ensemble des éleveurs français ou étrangers qui le souhaiteraient. Donc c'est pas quelque chose de neutre, ça contribue largement à la promotion de vos étalons, Et cette promotion, donc en France, mais également à l'étranger, à travers de nombreuses publications d'Antidienne, IBN, Racing Post, Turf Times, voilà, donc les principaux, Irishfield aussi, beaucoup,
depuis 2021, nous publions des annonces sur le répertoire des étalons avant la saison de monte et au début de la saison de monte. Juste pour terminer, vous rappeler que la fédération se déplace en province lors des concours, salons, shows. Donc venez nous voir. Nous, on est toujours très contents que vous veniez à notre rencontre. On est ravis de venir vers vous. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver sur les stands. Et pour conclure, je voudrais juste remercier les personnes qui ont accepté de donner du temps pour cette commission communication. Donc il y a Mélanie Vandenberg de la FAC, Édouard Beroux, Sylvain Martin, Julian Hintz, Daniel Cherdeau et Patrick Davezac, et Céline Gual de notre consultante. Voilà, je laisse la parole au président pour conclure son rapport moral et conclure cette assemblée. Merci à tous. Bon, déjà, je remercie tous les participants et toutes ces commissions qui ont beaucoup travaillé déjà pendant les quelques derniers mois. Et sachez qu'on est toujours sur le même format. Après mon intervention, il y aura, comme d'habitude, toutes ces questions qui souvent sont très importantes. Donc, je vais vous faire un petit rapport moral. Je vais faire assez court. Chers éleveurs, chers adhérents, vous avez élu au printemps dernier un nouveau comité, dont un tiers des membres fait partie dans cette instance, parmi eux de nombreux ambassadeurs de la jeune génération d'éleveurs. J'adresse mes félicitations à ce nouveau comité qui siégera jusqu'au printemps 2027 pour cette volonté d'engagement et mes remerciements chaleureux à l'ancien pour le temps et l'énergie déployés au cours des 4 années écoulées. Son action a été essentielle dans bien des domaines. Élu à la tête de la Fédération pour un 4e mandat de 4 ans, je vous remercie de cette confiance renouvelée. Vous savez que je n'aurai de cesse de défendre l'ensemble de nos éleveurs, de nos élevages, dans leur grande diversité. Cette diversité qui fait toute la force et la richesse de notre fédération. Je m'y suis engagé, ce sera pour moi un mandat de transition et de transmission, mais aussi de la poursuite de notre développement pour accentuer notre influence et le poids de nos travaux. Dans un monde où on a parfois l'impression que beaucoup de choses s'effondrent, on peut saluer la stabilité de notre fédération et de ses adhérents. Le nombre de naissances varie peu. Les victoires en course dans les épreuves Black Type atteignent un beau niveau. Des jeunes s'installent, assurant un renouvellement des générations d'éleveurs et apportant des méthodes de travail et une vision innovante. Ceci ne peut que nous encourager à poursuivre dans la voie empruntée au cours du précédent mandat, qui a vu certaines de nos actions couronnées de succès. Rappelons notamment en quelques mots le maintien de la saison de monte pendant le Covid, grâce au protocole que nous avons mis en place et qui a été respecté par les étalonniers. Il a été possible de saillir des juments en France en 2020. Grâce à cela, des foals sont nés en 2021. Ce sont les 2 ans d'aujourd'hui. Sans cette saison de monte, nous aurions perdu une génération de chevaux. Vous mesurez les incidences que cela aurait eu sur l'économie de notre filière, votre économie. Deuxième point, l'obtention du taux de TVA applicable aux activités liées à la reproduction, ceci plaçant les chevaux dans le domaine agricole. Cette victoire, après des années de travail, a été remportée à travers la filière cheval que j'ai le plaisir de présider. Un protocole vaccinal mis en place en collaboration avec France Gallo et grâce à notre présidence du Studbook, protocole qui permet un suivi vaccinal du cheval tout au long de sa vie. Le gain en matière de sécurité sanitaire est inestimable. La création d'une commission bien-être équin menée par Aliette Forien pendant 4 ans et dont les travaux, notamment sur l'utilisation de la cravache, sont d'une importance capitale. Soulignons aussi que la Fédération est un soutien d'ADDP de la première heure, la reconversion de nos chevaux étant pour tous un véritable sujet de préoccupation. La production de films promouvant et expliquant notre activité, notre élevage et notre système, visant à sensibiliser le grand public et les élus au poids économique et à la qualité sanitaire, technique et environnementale de notre filière. La mise en ligne du répertoire des étalons et l'accès gratuit de la version numérique et de la version papier à l'ensemble des éleveurs.
L'influence que nous avons développée à France Gallo à travers mes vice-présidences, notre présence dans toutes les instances de la société mère et des structures qui lui sont liées, le Fonds EPRON, la FNCH. Nous avons par exemple contribué à la révision de la gouvernance de France Gallo avec la limitation à 3 du nombre de mandats consécutifs et report de l'âge à 76 ans. Ces succès sont certes de véritables motifs de satisfaction, mais il reste encore beaucoup à accomplir, chaque mandature amenant son lot de nouveaux défis. Qu'il s'agisse des dossiers en cours ou des projets, les tâches ne manquent pas. Citons par exemple la fiscalité. Nous mettons tout en œuvre pour obtenir le taux réduit de TVA sur les ventes et les pensions. Le sanitaire, il reste une priorité pour que nous puissions poursuivre notre activité. La vaccination, la recherche sur les maladies, l'harmonisation sanitaire au niveau européen font l'objet d'un investissement constant. La promotion, elle doit être poursuivie, accentuée. Aussi, cette année, 4 nouveaux films ont été produits. 2 sont disponibles sur les réseaux sociaux. Vous verrez les 2 autres avant début septembre. Je ne peux que vous encourager à les visionner et les partager. La formation. Notre action se situe à 2 niveaux. Nous poursuivons notre réflexion avec la FASEC sur les programmes à proposer pour pallier au déficit du personnel dans les haras. En collaboration avec l'IFCE, des modules de formation répondant aux besoins des éleveurs ont été mis en place. À France Gallo, notre présence dans les différentes instances a constitué un réel bénéfice pour l'élevage. Il faudra conserver cette influence, la développer. Par ailleurs, nous resterons vigilants sur le respect de la réforme de la gouvernance de cette société mère. La dimension internationale ne peut être négligée et nous occupons une place de choix à l'EFTBA et l'ITBF. Faisons valoir la valeur du modèle français et les atouts de notre élevage. La France est aujourd'hui enviée et citée en exemple en matière sanitaire par de nombreux pays d'élevage, notamment pour son protocole vaccinal. Elle sera bientôt copiée. Dans une Europe qui régresse depuis 10 ans, la France est le seul pays stable en termes de naissance, d'allocation, car seul à s'appuyer sur un système reposant sur le PMU, une distribution juste des allocations et des primes. Nos atouts sont nombreux. Mettons-les à profit pour améliorer la compétitivité de nos chevaux au plus haut niveau et pour développer le propriétariat. L'année 2023 est particulièrement chargée pour notre fédération, puisqu'aux dossiers et travaux courants viennent s'ajouter nos élections internes, le déménagement de nos bureaux, les élections à France Gallo et la campagne électorale qui précède ces élections. Nous préparons nos arguments de campagne que vous découvrirez sous peu. Bien évidemment, nous comptons sur vous pour soutenir la liste de la Fédération des éleveurs et ses listes régionales. Nous espérons que vos voix nous y seront nombreux dans les instances qui siégeront à France Gallo pour les 4 prochaines années. La Fédération doit garder sa place sur l'échiquier national et international. Vous pouvez l'y aider. Je vous remercie, chers éleveurs, chers amis, de votre attention. Et avant de clôturer cette Assemblée générale, je voudrais souhaiter la bienvenue à Édouard de Rothschild, Richard Viel, Emmanuel Malkas-Doublet, Pierre Robert et Olivier Deloy, qui nous font l'honneur et le plaisir de leur présence pour le débat qui va suivre. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions pour le président ou les responsables de commission? Peut-être, messieurs, si vous voulez nous rejoindre. Pierrick, Mathieu, Julian. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, manifestement pas de questions, donc personne. Alors,
Oui, il faut bien lancer le débat. Monsieur le Président, vous avez tout de suite parlé vous avez fait référence aux primes. Il y a eu quelques débats récents sur les primes propriétaires à 80% en général et 35% pour les groupes 1. Je voulais savoir quelle était la position de la Fédération sur le montant actuel des primes propriétaires. Merci. Oui, je peux répondre à cette. C'est une question qui a été soulevée et qui a été rapidement abandonnée, puisque on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, si on a nos propriétaires aujourd'hui actifs, quand on les interroge, ils voient d'un très bon œil ces primes propriétaires qui en fait valorisent donc les allocations. Et il faut savoir, parce que tout le monde n'y pense pas souvent, mais en fait c'est l'association des propriétaires, le syndicat des propriétaires à l'époque, qui avait mis en place ces primes propriétaires. Et elles sont très importantes dans le fonctionnement actuel, elles sont très importantes. Après, ce qui se passera dans 10 ans, ça c'est un autre, tout peut évoluer. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans la fédération des propriétaires, ce n'est pas remis en cause. Il y a unanimité sur le sujet, puisqu'on a débattu, il y a unanimité. Pas de bavard. Comment ? Oui, moi je voudrais juste réagir au sujet du bien-être animal et d'utilisation de la cravache, sujet qui fait rage en France et partout dans le monde. Et juste témoigner, je reviens du Danemark et vous avez peut-être vu, certains d'entre vous, la très intéressante interview de M. Søren Jensen, grand entraîneur scandinave, 68 ans, et je précise bien son âge parce que justement il n'est pas né du tout dans la génération woke, etc. Pour lui le bien-être animal quand il a grandi, c'était pas un sujet. Et donc il témoigne, sportivement parlant, donc sans dogme et sans idéologie, c'est comme ça qu'il faut prendre ces sujets, je pense, de l'interdiction de l'utilisation de la cravache au Danemark et en Suède. Pour rappel, au Danemark et en Suède, la cravache, les jockeys peuvent porter une cravache, je parle du plat, uniquement du plat, les chevaux peuvent porter une cravache, mais il ne faut l'utiliser que pour des raisons de sécurité si les chevaux dérobent. Ils n'ont évidemment pas le droit d'utiliser comme ça la ligne droite et même pas sur l'épaule. Et lui, à 68 ans, après avoir été deuxième de groupe 1 en France, gagné des groupes en Allemagne, 4 fois le derby danois, il dit c'est mieux. Sportivement parlant, ce sont maintenant enfin les vrais bons chevaux qui gagnent. Il m'a dit, moi, on m'a tellement parlé que, je le cite, on n'aurait plus les bonnes arrivées. Il dit, moi aujourd'hui, après 2 ans d'expérience, c'est aujourd'hui qu'on a les meilleures arrivées parce que ce sont les chevaux les plus honnêtes. C'est dit en anglais honest. La traduction n'est pas parfaite en France, mais ce sont les chevaux en tout cas les plus braves et les courageux qui gagnent maintenant et avec lesquels on élève. Il dit parce que pour moi, je suis entraîneur, mais j'élève des chevaux d'élevage, j'entraîne des chevaux d'élevage et je pense que je préfère entraîner des chevaux issus des talons et de poulinières qui étaient les plus courageuses et qui n'avaient pas besoin de grands coups de cravache pour s'imposer. Cela évidemment mis dans le contexte et notamment en Europe du Nord du bien-être animal et de la visibilité qu'ont les gens des courses. Et voilà, à France-Cyr, comme vous le savez, on n'est pas idéologue et pas donneur de leçons, mais quand même c'est quelque chose à prendre en compte. Quand hier encore, quand je suis revenu des ventes pour me préparer, des courses pour me préparer pour les ventes, il y avait quelques néophytes qui étaient là 1 heure avant le début de la vente et on regardait une course à la télé au Lion d'Angers, là sur le grand écran, et il y a quelqu'un qui demandait à un entraîneur « Mais pourquoi vous frappez les chevaux ?» Réponse qui est évidemment impossible à donner. On a beau dire que ça leur fait pas mal, évidemment, ils nous rient au nez. Donc, en tout cas, cette expérience de M. Jensen est extrêmement instructive parce que là, au moins, c'est pas du blabla, c'est pas on ne subodore pas, on ne suppute pas, on a une véritable expérience pour en juger. Voilà. Oui. Et que, oui, bien sûr, évidemment, merci Daniel. Les courses de poney qui marchent très bien et qui forment la jeunesse d'aujourd'hui et qu'on rencontre un tel succès populaire, non. Pas de cravache, l'utilisation de la cravache y est rigoureusement interdite. Et pour conclure, puisque tu en parles, les fameux point-to-point de Château-Gontier dont vous avez tous entendu parler, qui ont eu lieu en 2018 et 2019, où il y avait des courses sans allocation certes, mais des courses d'obstacles de chevaux de pur sang, l'utilisation de la cravache y était strictement interdite. Personne l'a remarqué, les arrivées ont été disputées et absolument personne n'a remarqué que les gens n'avaient pas de cravache. Et moi-même, après avoir passé tant de temps sur les hippodromes, j'ai vu toute la réunion du derby danois avec des arrivées très disputées et j'avais même pas remarqué que les jockeys ne portaient pas de cravache. Merci.
Ouais, puis pour compléter ce que tu viens de dire tout de suite, moi j'ai assisté à Longchamp aux courses de poney, où la piste quand même a une certaine largeur. Sans cravache, je peux vous dire, les poneys, ils allaient tous tout droit, et les jeunes, ils poussaient vraiment beaucoup. Et ils allaient vraiment très droit dans la ligne droite de Longchamp, ce qui n'est pas évident. Oui, c'était la grande inquiétude des organisateurs des courses de poney, entre autres Cécile Madamé, lorsque ça a été décidé, a dit mais tout le monde me dit que les poneys vont partir dans tous les sens, que ça va être ingérable. Et en fait, au bout de quelques mois, elle s'est rendue compte que pas du tout. Elle m'a dit les poneys vont droit, les enfants se poussent, mais ils poussent avec les aides naturelles qui sont leurs bras, et ça se passe très bien. Mais on se rend compte que c'est vraiment une question d'éducation et de culture générationnelle, parce que l'autre jour, sur un autre sujet mais qui s'y rapporte, j'avais une visite au Haras de tout un groupe de gens qui n'avaient rien à voir avec les chevaux et qui venaient pour plus des histoires de visite de patrimoine. Mais on leur a présenté le Haras, son historique, etc. Et la première question qui est venue, c'était de me dire et qu'est-ce que vous faites des chevaux lorsqu'ils sont plus, lorsque vous pouvez plus les faire se reproduire. Et c'était là qu'était l'attente maintenant du grand public, c'est de savoir que on n'est pas des monstres et qu'on considère surtout pas les chevaux comme des machines. Et il faut être prêt à entendre et à répondre à ce genre de demandes qui vont devenir de plus en plus légitimes. Juste pour conclure, tu parlais d'éducation. Le jockey gagnant du derby danois, il s'appelle Carlos Lopez. C'est un Chilien de 48 ans et je peux vous garantir que celui-là, il n'est pas né dans un esprit woke. Ça, c'est sûr. Et pour finir, en tout cas, cette règle, elle a quand même pour énorme avantage d'éliminer systématiquement tous les problèmes de comptabilité, de coûts de cravache, parce qu'on demande aux jockeys quand ils sont à 180 pulsations minutes, est-ce que tu as bien compté si tu en as mis 8 ou tu en as mis 9 ? Bon, n'importe quoi. Et après, on va venir distancer des chevaux, les propriétaires, ça va faire des psychodrames, voilà, ça sent la mort à plein nez. Et donc au moins, avec ce genre de règles, il n'y a plus de débat. Y a-t-il d'autres questions ? Non. Alors, si vous souhaitez prendre un autre café, le débat démarrera à 10h30. Nous allons repasser sur l'écran ici les 4 nouveaux films de la Fédération, donc n'hésitez pas à les regarder. L'anglo-arabe a été créé suite au croisement entre un pur sang anglais et un arabe. Ça a été développé par la création des haras impériaux en 1806. Il y en avait 2 principaux, le haras du Pin et le haras de Pompadour. Et c'est pour ça qu'à Pompadour, il y a eu cette influence dans tout le sud-ouest de la culture anglo-arabe. Ce que j'aime dans l'anglo-arabe, c'est sa très forte personnalité. Pour moi, c'est un véritable patrimoine qui fait partie du sud-ouest et qu'il faut conserver absolument. L'élevage de la brunille, c'est un élevage qui a commencé il y a 45 ans. On a monté ça avec mon papa. On a gardé les filles, les petites filles, les arrière-petites filles. Maintenant, j'ai 12 ou 13 poulinières anglo-arabes. Quand je me promène au milieu de mes juments, je suis la personne la plus heureuse du monde. Il
s'élance devant les tribunes, le steeplechase national des Anglo-Arabes qui se dispute une nouvelle fois sur l'hippodrome d'Auteuil cette année. L'Anglo-Arabe, sa principale caractéristique, c'est sa polyvalence. Au programme de course, nous avons des courses plates qui servent à sélectionner les reproducteurs mâles et les reproducteurs femelles, et les courses d'obstacles qui sont la finalité de la race. Le haras du Pécos, c'est mon grand-père qui est parti d'une jument d'attelage qui était une Anglo-Arabe. Et à partir de cette jument qui s'appelait Favorite, on est arrivé à avoir 15 à 17 poulinières. On ne peut pas dire qu'il y a des lignées purement obstacles, des lignées purement plats. Je pense que les Anglo-Arabes, à 90%, peuvent sauter. Le but, c'est de faire aujourd'hui des chevaux qui brillent, mais contre les AQPS, contre les pur sang, des chevaux qui puissent aller à hauteur.